Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Merci, merci à Denis pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de virus et du lien entre virus et cancer, et notamment dans le cas des cancers du cerveau. Donc, le cytomégalovirus humain, moi, ça fait maintenant 12 ans que je travaille sur ce virus. C'est un problème de santé publique majeur. Et la primo-infection ACMV est généralement asymptomatique chez les sujets immunocompétents, mais le virus persiste à l'état latent toute votre vie. Et la prévalence en France, elle est d'environ 50 à 60%. Donc, ce qui veut dire que dans cette pièce, une personne sur deux vit avec ce virus. Il peut y avoir au cours de la vie des réactivations ou des réinfections, notamment chez les immunodéprimés, donc notamment chez les transplantés. Et on a pour ces patients des traitements préventifs et curatifs. C'est également la première cause d'infection congénitale d'origine infectieuse, avec des malformations notamment chez les fœtus au cerveau. Et on peut se poser la question s'il n'y aurait pas un lien entre une infection congénitale ACMV et des cancers du cerveau pédiatrique, puisque des enfants peuvent avoir une surdité jusqu'à 6 ans après la naissance, même chez des fœtus et enfants asymptomatiques à la naissance. Donc aujourd'hui, pour les infections congénitales ACMV, il n'y a aucun traitement et un dépistage systématique des femmes enceintes est préconisé par la Haute Autorité de Santé uniquement depuis l'année dernière. Et il existe aussi un lien entre le CMV et les cancers du cerveau, et l'Agence internationale de recherche contre le cancer a déclaré l'an dernier, en 2025, que le CMV était probablement oncogène pour l'homme. Donc le glioblastome, c'est une tumeur cérébrale fréquente, agressive, incurable, avec un taux de récidive très élevé. Les traitements, ça va d'une chirurgie à une chimio- et radiothérapie. Et on sait aujourd'hui que 15% des cancers sont causés par des virus. On peut citer notamment le virus de l'hépatite B, qui est responsable de l'hépatocarcinome, l'Epstein-Barr virus, qui est aussi un herpès virus de la même famille que le cytomégalovirus, et celui que tout le monde connaît, le papillomavirus, responsable du cancer du col de l'utérus. Donc le CMV a été détecté dans plus de 90% des gliomes malins, en détectant à la fois du génome viral et des protéines du virus. Et des protéines du virus ont également été détectées dans des cancers du cerveau pédiatrique, dont le méduloblastome. Le glioblastome est caractérisé par une population cellulaire très hétérogène. On retrouve notamment des monocytes et des macrophages, représentés ici en violet. Et on sait que les monocytes et les macrophages sont un site préférentiel de latence pour le CMV. On retrouve également des cellules de glioblastome différenciées, représentées ici en rouge, et des cellules souches de glioblastome. Et on retrouve, et ça nous intéresse tout particulièrement dans l'équipe, des fibroblastes associés au cancer, puisqu'on sait que le CMV se réplique énormément dans les fibroblastes. Donc des traitements anti-CMV ont été utilisés dans des essais cliniques chez des patients atteints de glioblastome, et notamment le valganciclovir montre une diminution de la progression du glioblastome in vitro et in vivo, et un bénéfice de survie chez les patients. Donc aujourd'hui, dans l'équipe, on s'intéresse au cytomégalovirus humain comme nouvelle cible thérapeutique dans le traitement du glioblastome, dans des potentiels traitements combinatoires. Néanmoins, les traitements utilisés en clinique aujourd'hui dans la prise en charge des infections ACMV présentent une certaine toxicité, l'émergence de résistance. L'émergence de résistance et passe difficilement la barrière hémato-encéphalique. Donc il est essentiel de développer de nouvelles stratégies antivirales et antitumorales. Et dans l'équipe, on s'intéresse aux facteurs de l'hôte, donc au lien entre les facteurs cellulaires et le virus, mais également on s'intéresse aussi à des protéines virales. Concernant les facteurs de l'hôte, on pourrait limiter les phénomènes de résistance du virus, comme on a pu le voir aussi pendant la pandémie de Covid-19 avec le SARS-CoV-2. Donc on s'intéresse à une protéine qui s'appelle YBX1, qui est un facteur cellulaire, et comme je l'ai dit, le virus persiste chez l'organisme, et YBX1 pourrait être impliqué dans une interaction chromatine-virus. YBX1 est une protéine qui intervient dans la transcription et la traduction, la prolifération cellulaire, mais également aussi la réponse au stress.
Et j'ai montré en 2022 que cette protéine était impliquée dans la réplication du virus de l'hépatite B, dans la formation de l'ADN CCC, qui est responsable de la chronicité de l'infection, impliquée également dans le développement du cancer du foie. Concernant le glioblastome, dans des bases de données, cette protéine est surexprimée et est associée à la prolifération tumorale, à la résistance à l'apoptose et à un faible pronostic des patients. Dans le méduloblastome, YBX1 est aussi surexprimé. Donc notre hypothèse est que cibler l'interaction entre YBX1 et le CMV pourrait limiter la progression des tumeurs cérébrales. Pour ça, nous avons différentes lignées cellulaires et cellules dérivées de patients. Donc on a une lignée cellulaire et des cellules dérivées de patients, des cellules souches de glioblastome que l'on cultive en sphéroïdes, et également des fibroblastes embryonnaires humains, qui sont les MRC5, les cellules de choix pour l'étude du CMV, qui nous sert aussi de contrôle. Et on a aussi des fibroblastes associés au cancer provenant de patients, et on a des couples CAF-GSC provenant de mêmes patients. Tout d'abord, on a regardé l'expression d'YBX1 dans nos modèles cellulaires et on a observé une surexpression d'YBX1 dans les cellules dérivées de patients en comparaison à nos lignées. Nous avons également montré qu'il y avait une régulation positive de l'expression d'YBX1 dans les fibroblastes et notamment dans les fibroblastes provenant de patients. Par la suite, nous nous sommes demandé quel était le rôle d'YBX1 dans la réplication du CMV. Pour ça, nous avons transfecté des fibroblastes avec des siRNA ciblant l'expression d'YBX1. Donc nous avons diminué l'expression de cette protéine dans nos cellules. Puis nous avons infecté et regardé les marqueurs viraux. Donc on a tout d'abord vérifié la diminution de l'expression d'YBX1 à la fois côté ARN messager et protéines. Et on a regardé aussi l'impact sur la viabilité cellulaire. Il n'y avait aucun impact sur la viabilité cellulaire quand on diminue l'expression de cette protéine. Par la suite, nous avons regardé les marqueurs viraux et on a observé une diminution significative de l'expression des marqueurs viraux suite à la diminution de l'expression d'YBX1. Ce qui veut dire qu'YBX1 est un facteur essentiel pour la réplication de virus dans les fibroblastes. Par la suite, nous avons voulu valider ces résultats dans des sphéroïdes de glioblastome. Donc nous avons transduit des lentivirus exprimant des shRNA ciblant l'expression d'YBX1. Donc c'est la même stratégie que précédemment et nous avons fait exactement la même chose, infecter et détecter les marqueurs viraux. On a tout d'abord vérifié la diminution de l'expression de cette protéine et le fait qu'il n'y avait pas d'impact sur la viabilité cellulaire. Et ensuite, nous avons montré une diminution significative de l'expression des marqueurs viraux, traduisant qu'YBX1 est un facteur de l'hôte essentiel pour la réplication du CMV dans des sphéroïdes de glioblastome. Par la suite, pour éviter les effets off-target, c'est-à-dire des mutations aléatoires de ces stratégies, nous avons utilisé la technique des ciseaux moléculaires, la technique CRISPR-Cas9, et on a fait ce qu'on appelle un KO d'YBX1 dans les sphéroïdes de glioblastome. Nous avons affecté et détecté les marqueurs de l'infection. On a vérifié l'impact sur la viabilité cellulaire, il n'y en avait pas, le KO d'YBX1, et ensuite, nous avons montré qu'il y avait bien une diminution significative de l'expression des marqueurs viraux. Donc YBX1 est bien un facteur essentiel pour la réplication du CMV dans nos modèles de sphéroïdes de glioblastome. Par la suite, on a validé ces résultats dans les fibroblastes associés au cancer provenant de patients, et on a observé les mêmes résultats, pas d'impact sur la viabilité cellulaire, une diminution de l'expression d'YBX1 et une diminution significative de l'expression des marqueurs viraux. On a confirmé qu'YBX1 est un facteur essentiel également dans les cellules dérivées de patients. Par la suite, nous nous sommes demandé si on faisait la stratégie inverse. Dans les premières manips, on a tout d'abord diminué l'expression d'YBX1 puis infecté. Là, on s'est demandé s'il y avait déjà le virus dans le micro-environnement tumoral, ce qui est probablement le cas, et une réactivation. Si on diminue l'expression d'YBX1, est-ce qu'on va également observer une diminution de la réplication du virus? On n'a pas d'impact sur la viabilité cellulaire lorsqu'on diminue l'expression d'YBX1. On a bien vérifié la diminution de l'expression de cette protéine, et on a bien une diminution significative des marqueurs viraux. Donc YBX1 pourrait être un candidat pour bloquer la réplication du CMV après une infection ou une réactivation virale.
Donc dans cette étude, on a montré qu'YBX1 était surexprimé dans le glioblastome et que cette surexpression était régulée positivement par une infection par le CMV, que des diminutions d'expression d'YBX1 induisaient une diminution significative de l'infection par le CMV dans nos différents modèles d'études, et nous avons validé YBX1 comme une potentielle cible antivirale dans nos modèles. Aujourd'hui, on a réalisé un RNA-seq pour essayer de comprendre le mécanisme d'action de cette interaction entre YBX1, CMV et cancer du cerveau. Et grâce à la Fondation Flavien, on a également commencé à travailler sur le méduloblastome pour valider ces résultats. Donc ces données nous permettent d'émettre l'hypothèse qu'une interaction entre le CMV et YBX1 pourrait créer un rétrocontrôle positif qui pourrait promouvoir la prolifération cellulaire, la résistance au traitement et l'agressivité de la tumeur. Nous travaillons également sur des cibles virales essentielles pour la réplication du virus et pour lesquelles il n'y a pas d'homologue dans les cellules humaines, donc on pourrait limiter les phénomènes de toxicité. Nous travaillons sur différentes sous-unités protéiques du virus et nous avons identifié différentes cibles antivirales et antitumorales et nous avons également déposé 2 brevets. Et ça, c'est crucial pour la définition de nouvelles cibles antivirales et le développement de nouvelles thérapies. On s'intéresse en ce moment plus particulièrement sur un domaine d'une protéine qui s'appelle PUL56, qui intervient dans un complexe protéique de 3 sous-unités, qu'on appelle le complexe terminase, composé de PUL51, 89 et 56, qui est impliqué dans ce qu'on appelle l'encapsidation du génome viral, c'est-à-dire la protection du génome du virus dans une capside, dans une coque. Et on a montré que ce court fragment de 10 acides aminés sur 850 acides aminés était essentiel à la fois pour la réplication du virus, c'est ce qu'on voit ici. Là, nous avons le virus sauvage que nous avons rendu artificiellement fluorescent, et quand on délète ce fragment, nous n'avons plus du tout de réplication du virus. Nous avons également montré que ce fragment était nécessaire à l'interaction entre les 2 sous-unités 56 et 89, et donc par conséquent à la formation du complexe terminase. Aujourd'hui, on développe ce qu'on appelle un leurre moléculaire, donc des peptides mimétiques, qui vont empêcher l'interaction entre les 2 sous-unités du complexe terminase, par conséquent l'encapsidation du génome viral et du coup la réplication du virus. Nous avons fait une première étude qui a été publiée l'an dernier, où nous avons montré une preuve de concept de l'effet antiviral de ce peptide, couplé à des peptides de pénétration cellulaire pour aider le peptide à rentrer dans les cellules, et on a observé une diminution de l'infection au cours du temps. Aujourd'hui, j'ai une étudiante en thèse qui travaille sur l'évaluation de ces thérapies antivirales dans des modèles de glioblastome et de méduloblastome pour voir si on peut avoir un impact aussi sur la cancérologie. On travaille également avec Innovencare, ici présent au fond de la salle, qui nous présenteront tout à l'heure un peptide de ciblage, et nous développons aussi un partenariat pour améliorer l'efficacité de nos traitements. Donc pour finir, je voudrais remercier d'abord toute l'équipe, mon groupe, mais aussi mes collaborateurs. L'IA, moi, m'a permis de faire cette petite image ici de moi et mon groupe. Et je voudrais remercier tous nos financeurs, principalement aussi et surtout les associations de patients, qui, sans eux, on n'existerait pas vraiment aujourd'hui, et en particulier Denis et la Fondation Flavien pour les prochaines études sur le méduloblastome. Merci de votre attention. Pareil, on va prendre une petite question, s'il y en a dans. Oui. Merci, Denis. Merci beaucoup, Denis. Compte tenu de l'âge médian des enfants qui ont des glioblastomes, combien sont infectés a priori par le CMV? Combien sont séropositifs pour le CMV? Malheureusement, c'est pas du tout connu. Alors, j'ai une interne en médecine, on fait une étude à l'âge adulte sur la détection par PCR digital du CMV dans des biopsies de tumeurs cérébrales. Et avec le Centre national de référence des herpès virus, là où j'ai fait ma thèse, on aimerait mettre en place une étude du coup
sur la détection du CMV dans les cancers pédiatriques. Est-ce qu'on peut faire une corrélation? En fait, ils ont une cohorte d'enfants qui ont eu une infection congénitale. Et on va essayer de voir si on peut faire une corrélation entre l'infection congénitale à CMV et l'apparition de tumeurs cérébrales. Mais aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question parce que ce n'est pas connu. Alors, Jean-Yves B disait il nous faut des Ferrari. Bon, il n'y a aucun des Ferrari ici. Hein. pas mal d'argent parce que l'obtention de biopsies tumorales, ça coûte très cher. Et aussi, ça va nous demander du temps parce que l'éthique pour avoir accès à des biopsies tumorales chez l'enfant est plus difficile que chez l'adulte. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de mettre en place cette étude chez l'adulte, déjà pour la mettre en place et après on ira du coup chez l'enfant. Une idée Du temps? du prix? Du prix? Là, on a fait une étude sur 50 échantillons. J'en ai eu pour 20 000 euros. Voilà. C'est rien. Regarde, par rapport aux chiffres qu'on fait, c'est... Ça, c'est sûr. Alors après, on est sur la recherche académique. Hein. On est bien en amont sur la recherche fondamentale et on est bien en amont de l'essai clinique. Hein. Ça coûte quand même un peu moins cher que les essais cliniques. Ça, c'est évident. Beaucoup moins cher. Il faut bien trouver, chercher. Donc, Ah oui. Et comprendre. Merci, comprendre. Oui. Comme tu es à la base, il y a plus de virus que de... Bon, on va juste prendre la dernière question du docteur Pagès. Pas de question. Oui, alors aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin CMV. Hein. Il y avait du coup un vaccin à ARN qui était en développement et jusqu'en phase 3 et ça n'a pas fonctionné. Ça s'explique par plusieurs choses. Hein. Il y a énormément de glycoprotéines, donc de protéines d'enveloppe du virus. C'est un virus qui a un tropisme assez large, donc il va infecter beaucoup de types cellulaires. Et pour avoir un vaccin efficace, il faudrait avoir toutes ces protéines d'enveloppe. C'est très compliqué. Merci Guy. Merci. On passe à la suite. Je passe la parole au docteur Olivier Hérault. Donc, il va nous présenter un exemple de recherche translationnelle avec le ciblage de la nétrine 1, donc du préclinique jusqu'à l'application aux patients. Bonjour à tous, ravi d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir d'être ici. J'ai gardé le titre de Patrick Mellen parce que j'ai remplacé au pied levé Patrick, mais je vais toujours vous parler de la nétrine. Et après, je vous présenterai un petit papier qu'on vient de sortir récemment. Donc, je suis à l'Institut Curie, je dirige une équipe, donc je travaille uniquement sur le myeloblastome, donc ça va faire une belle transition avec l'introduction présentée tout à l'heure. Donc, je dirige une équipe uniquement sur le myeloblastome et depuis 2025, une unité. Donc, l'unité mécanisme de congénèse des tumeurs de l'enfant. On est 7 équipes à travailler à l'Institut Curie dans l'esprit et dans l'intégration dans CIREDO, qui est l'ensemble du service clinique dirigé par le professeur Daniel Orbach et donc cette unité de recherche. Donc, c'est un centre intégré CIREDO à l'Institut Curie. Donc, je ne vais pas vous faire une introduction très complète des myéloblastomes parce qu'on l'a eu effectivement tout à l'heure, mais l'intérêt, effectivement, nous, dans mon équipe, on s'intéresse en fait à la dérégulation au cours du développement et qui peut conduire au cancer. Donc, le parallèle entre l'étude, donc j'ai fait énormément aussi de neurobiologie dans mon équipe, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Donc, l'étude du développement du cervelet, que ce soit chez la souris ou chez l'homme, et donc la dérégulation au cours de ce développement par notamment la dérégulation des voies. Il y a énormément de voies qui sont impliquées, que ce soit sonic hedgehog, Wnt, Notch, TGF-bêta, BMP, etc. Donc c'est extrêmement puissant en termes d'études. Donc effectivement, le myeloblastome qu'on a entendu parler tout à l'heure. Le petit axe que je vais repréciser, c'est non pas d'un point de vue de la neurochirurgie, donc c'était parfait pour moi, je vais vous parler effectivement de la classification moléculaire. La classification moléculaire, il y a à peu près 20 ans maintenant, donc ces myéloblastomes, parce que c'est bien avec un S, sont divisés avec un code couleur, c'est important de le suivre. Nous avons les Wnt, 10% en clinique, en bleu, en rouge, sonic hedgehog, donc avec une activation de la voie sonic hedgehog, en jaune, groupe 3, en vert, groupe 4. Pourquoi groupe 3, groupe 4 ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, même si on en connaît un petit peu plus, c'était un petit peu l'inconnu il y a encore quelques années. Donc un nom toujours générique, groupe 3, groupe 4.
Maintenant à droite, un papier publié en 2017 avec effectivement, vous voyez, on peut considérer vraiment des pathologies différentes. Avec effectivement pour les Wnt, ils ne se développent pas dans le cervelet, avec une cellule d'origine différente pour chacun des sous-groupes, des ratios effectivement garçons-filles différents, des incidences différentes, des localisations différentes, comme on l'a très bien vu tout à l'heure, histologie différente, prognosis différent. Alors pour aller simple ici, parce que ça va être l'objet de ma présentation aujourd'hui, les Sonic Hedgehog ont véritablement un pronostic intermédiaire et les groupes 3 jusqu'à aujourd'hui, toujours un pronostic extrêmement sombre. Au niveau des mutations, on a aussi, au niveau des copy numbers, au niveau des mutations spécifiques, des spécificités pour chacun de ces sous-groupes. Mais comme on ne pouvait pas faire aussi simple, ce qui s'est passé, c'est que ces données ont été effectivement validées. Tout à l'heure, ce que je vous ai présenté, c'est sur la base de l'expression des gènes, donc transcriptome, épigénome, le méthylome. Ici, maintenant, grâce au méthylome, on est capable de diviser ces sous-groupes en subtypes. Les Sonic Hedgehog, 4 sous-types, et les groupes 3 et les groupes 4, un continuum entre le sous-type 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Donc ici, ça c'est ce qu'on a publié en 2020 pour faire un consensus. Donc maintenant, la classification officielle du WHO, effectivement, est basée sur le méthylome. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Je vais m'intéresser effectivement au sous-groupe avec une activation de la voie Sonic Hedgehog. Une petite slide de développement, parce que je pense que c'est important. Donc ici, on est dans le développement donc chez la souris. On a deux zones germinales. Je ne sais pas si ça marche, ça, parfait. On a deux zones germinales. Une zone germinale au niveau de la ventriculaire zone et ici de la rombicule. Ces cellules qui vont constituer ici les GNPs, donc les futurs neurones, en termes de nombre, c'est assez impressionnant. Parce qu'à l'état adulte, donc vous, ici, là, ces neurones, dans votre cervelet, ici, cette petite partie postérieure au niveau de votre cerveau, contient plus de la moitié de tous vos neurones de votre cerveau. D'accord ? Donc c'est extrêmement important et c'est une population extrêmement importante. Donc ici, on a une prolifération massive au cours du développement du cervelet, que ce soit chez la souris ou chez l'homme. Au cours de cette forte prolifération, on peut avoir un certain nombre d'événements. Donc ici, dans le cas de Sonic Hedgehog, en grande majorité des événements liés à l'activation, qui vont activer d'un point de vue génétique la voie Sonic Hedgehog, et on a une perte de contrôle, c'est-à-dire une non-différenciation, non-cycle cellulaire, il n'y a pas d'arrêt du cycle cellulaire, la migration ne se fait pas, et ensuite on a une prolifération incontrôlée de ces tumeurs. Au niveau de la voie de signalisation, on va faire simple aussi. Donc cette molécule, Sonic Hedgehog, qui est soluble, va se lier à ce récepteur. Et donc cette voie est constitutivement active. Si on active cette voie chez la souris, par exemple, on va former ce qui a été fait en 1997, d'après mes souvenirs, le premier modèle murin avec une activation de la voie Sonic Hedgehog. Maintenant, un certain nombre de boîtes pharmaceutiques et de laboratoires, depuis maintenant très longtemps, se sont intéressés effectivement à bloquer donc SMUSON, qui est un récepteur qui est situé à la membrane, dont les deux molécules, on va dire connues, le GDC-049, visomodegib, et le LDE 225. Ça fonctionne in vitro, in vivo, dans les modèles précliniques, ça fonctionne pas mal. Nicolas le dira mieux que moi. En clinique, pour l'instant, ça a été, on va dire, ralenti, voire éventuellement abandonné, pour un certain nombre de conséquences, que ce soit des résistances au traitement, que ce soit effectivement des retards de croissance, avec effectivement la voie Sonic Hedgehog est aussi impliquée dans la construction osseuse, etc. Donc vous pouvez imaginer. Donc à partir de là, on s'intéresse effectivement, dans le cadre du sous-groupe Sonic Hedgehog, d'essayer de trouver des nouvelles stratégies ou d'autres stratégies. Ce projet, il a commencé par une rencontre avec Patrick Mellen, qui est donc le directeur du CRCL. Et ça, c'est un vrai travail, je dirais, qui a commencé maintenant il y a un petit moment, maintenant il est fini, et qui est un vrai travail aussi, je le dis parce que là, il y en a les deux responsables, on va dire, des Pédiacriex, 2D Pédiacriex, donc PKC à Paris, South Rock, avec Nicolas, dans le sud, donc le nord, le sud. Et effectivement, là, on est vraiment, alors c'est difficile à dire, je vais essayer de le dire, on a vraiment un travail inter-Pédiacriex qui a été fait entre mon équipe et l'équipe de Patrick Mellen. Pourquoi Patrick ? Vous connaissez certainement son concept avec effectivement le concept des récepteurs à dépendance. Pour aller très rapidement, vous avez ici un ligand, vous avez ici un récepteur. Quand le ligand est présent sur le récepteur, il y a survie, prolifération, différenciation, etc. C'est extrêmement puissant, ça, au cours du développement, que ce soit embryonnaire ou postnatal, et aussi dans les cancers. Et du coup,
dans un certain nombre de cancers, le récepteur est là, le ligand, par exemple, il est absent, et ensuite, si on bloque effectivement le binding de ce ligand sur le récepteur, le récepteur va induire l'apoptose. Donc ici, l'un des canoniques, on va dire, de ce concept, c'est pour le ligand la nitrine 1. Donc, on revient au titre. La nitrine 1 est connue maintenant, vous voyez, il n'y a certainement pas toutes les publications, avec effectivement une surexpression dans un certain nombre de cancers, énormément de cancers différents. Et ce qu'a fait Patrick, et c'est difficile pour moi de parler de tout ce qu'il a fait sur ça, vous le connaissez peut-être mieux que moi, mais il a aussi effectivement développé Netris Pharma pour développer quoi? Un anticorps, le NP137, qui va binder, qui va se lier à la nitrine et qui va en gros trapper la nitrine. Le récepteur va faire son travail et la cellule va partir en apoptose. Donc c'est une publication dans Cancer Cell en 2016. Ce qu'il a fait depuis, qui est quand même pas mal, c'est effectivement une phase 2 avec effectivement ici une réponse qu'il a publiée en 2023, donc il y a peu de temps, dans Nature. On ne va pas parler de la science ici, mais en fait aussi également avec une inhibition notamment de l'EMT dans le phénotype. Donc quand on s'est rencontrés, on s'est dit mais la nitrine c'est impliqué dans le développement, notamment dans le développement cérébelleux. Quelle est l'expression de la nitrine dans les myéloblastomes? Ici, code couleur, il ne faut pas l'oublier. Wnt, Sonic Hedgehog, groupe 3, groupe 4. Donc ici la nitrine, c'est vraiment spécifique ici, vous voyez, du Sonic Hedgehog, que ce soit en transcriptome, donc sur des données humaines, ou au niveau protéome. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, sur des modèles Sonic Hedgehog, on fait la perte de fonction de la nitrine. Donc vous avez 2 shRNA. Ici, vous avez in vitro, c'est l'InQSite pour regarder la confluence des cellules, en tout cas la prolifération. Et vous voyez qu'effectivement, dès que vous bloquez la nitrine, les cellules ne poussent plus. Qu'est-ce qu'elles font? Elles partent en apoptose ici dans les 2 cas. Donc effectivement, le modèle paraît correct. On bloque la nitrine et on a une apoptose des cellules. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en général? Quand on a fini in vitro, on va in vivo. Donc voilà le résultat. On enlève la nitrine, on injecte, ici SH contrôle, nitrine 1, le contrôle 1, enfin SH1, SH2. Voilà ce qu'on a. C'est pas top. Même si on a des astérix, c'est pas top. Pour faire une histoire courte, on a démontré pourquoi. C'est tout simplement que la nitrine dans je ne vais pas le dire en français, dans le micro-environnement va en fait rescuer la perte. En fait, vous avez de la nitrine qui est un petit peu partout. Et en fait, vos cellules tumorales qui ont donc perdu à l'intérieur l'expression de la nitrine environnante va rescuer le phénotype. C'est pour ça que les courbes de survie ne sont pas exceptionnelles. Et ça, on l'a démontré in vitro. Effectivement, quand vous enlevez la nitrine in vitro et vous remettez de la nitrine recombinante, vous remontez, vous êtes capable de rescuer que ce soit la prolifération ou l'apoptose. Et donc, l'utilité effectivement d'avoir un anticorps peut bypasser ça. Parce que là, vous allez véritablement pouvoir agir et empêcher la nitrine, effectivement, qui peut éventuellement venir du tumeur microenvironnement. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Mais tout d'abord, et ça fait écho à ce que Nicolas présentait ce matin, ce qui est très important, nous, dans toutes nos études, c'est de regarder effectivement l'impact de quelconque traitement, que ce soit un anticorps, que ce soit un nouveau compound, ou sur la cellule d'origine, donc ici les granules, et l'animal en cours de développement, par exemple, ou dans un contexte normal. Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, lorsque vous mettez l'anticorps NP137 sur ici des neurones, donc normaux, donc la cellule d'origine de ce cancer, vous observez aucun effet. Rien. Vous observez aucun effet. Il n'y a aucune perte de prolifération et absolument aucune apoptose. On a fait aussi le conditional knockout in vivo, donc pour enlever spécifiquement la nitrine au cours du développement embryonnaire et postnatal dans le cervelet. On n'a observé aucun phénotype. Donc ça, c'est déjà assez intéressant. Nicolas, encore, nous a dit qu'il fallait que ça passe dans la tête. À minima, pour une tumeur cérébrale, c'est requis. Donc effectivement, là, ce sont des tests. Donc ici, ce sont des coupes de cervelet. Donc des souris qui ont été injectées avec une certaine concentration d'anticorps. Et effectivement, cet anticorps passe. Donc ici, il n'y a pas eu d'injection, donc il n'y a plus de trou dans la tête ou quoi que ce soit. L'anticorps passe effectivement cette fameuse barrière. Du coup, on est prêt
pour faire un test sur un modèle génétiquement modifié. Encore une fois, on n'a pas injecté, parce qu'il y a toujours la critique de dire oui, vous avez injecté, etc., il s'est passé quelque chose. Donc là, c'est des modèles syngéniques, immunocompétents, sans aucune injection. Et effectivement, lorsque l'on met en monothérapie ici, uniquement l'anticorps, effectivement, on est capable de prolonger la survie avec une diminution KX7 et les marqueurs, bon, on a de l'apoptose. Au niveau des mécanismes, et c'était ça qui nous a pris peut-être un peu le plus de temps en fait dans cette étude, c'est que il est attendu, par rapport à la littérature, il est attendu que la voie sonic hedgehog régule la nétrine positivement. Donc, dans le contexte embryonnaire, je ne vais pas revenir véritablement sur exactement à quel moment, mais effectivement, la voie sonic hedgehog active positivement la nétrine. Donc, il y avait un petit peu de sens, c'est-à-dire qu'en fait, on a sonic hedgehog qui est activé, on a ensuite la nétrine qui est activée, c'est pour ça que la nétrine, elle est haute. Donc, c'est très simple. Donc, il suffit juste de mettre de l'anti-smoothon, donc de bloquer la voie sonic hedgehog, et normalement la nétrine devrait diminuer. C'est exactement le contraire qu'on a obtenu. Je vous le dis tout de suite, parce que si j'ai la question, on n'a toujours pas le mécanisme. Mais c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ici, que ce soit par qPCR ou par Western blot, c'est impressionnant. Il suffit juste, et c'est valable in vitro et in vivo, il suffit juste qu'on mette un petit peu de bloqueur, en fait, qu'on bloque le smoothon, qu'on bloque smoothon, et bam, la nétrine, qui est un facteur de survie, et c'est x10, x100. C'est assez impressionnant. Alors bien sûr, on l'a fait de façon génétique, c'est-à-dire qu'on est inactivé spécifiquement smoothon pour bien prouver qu'il n'y avait pas de off-target, etc. Et vous observez exactement la même chose. C'est-à-dire que la nétrine, elle part vraiment très très haute. D'où la question de combo. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des doses très très faibles finalement d'anti-smoothon, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a des doses assez hautes, c'était pas forcément très très bien. Donc est-ce qu'on peut faire une combinaison de cet inhibiteur smoothon avec l'antinétrine in vivo? La réponse est oui, que ce soit sur des modèles murins ou des tumeurs humaines, donc ce qu'on appelle PDX. Donc on s'est mis à des doses où on voit rien, c'est-à-dire qu'on a mis des doses vraiment très petites. Donc le NP137 ici, pas d'effet. Le GDC, pas d'effet. Quand on met les deux, bam. Et pareil pour ici sur des modèles de PDX. Voilà, donc j'ai fini par rapport à ça. Donc ça, c'est un article qui est publié, qu'on peut discuter effectivement un petit peu plus. J'ai te poser des questions, mais j'ai pas fini, hein, mais vas-y. Ouais, je veux bien. Ah, mais si tu veux. C'est-à-dire quoi, optimal? Pas fait. Vous savez, hein, je vais vous le dire, c'est la zone, justement, cette partie préclinique, c'est une zone qui est difficile en recherche, mais non fait. Non fait. Avec quoi, en chimio? Alors, c'est ce que Patrick a publié, mais nous, non, pas dans le médulo. On a testé cisplatine, cyclophosphamide, ce que tu veux, ça ne bouge pas. Bah, c'était une des hypothèses de Patrick, parce qu'il l'avait publié quelques années avant, et nous, rien. En chimio, rien. Ça dépend de l'âge, non? Ça dépend de l'âge, non? C'est fini, non? Dans le cervelet, on n'a rien vu. Rien. Par contre, effectivement, si tu mets du NP137, ça ne va pas aller que dans le cervelet. Il n'y a pas que le cervelet dans le cerveau. Après, il y a peut-être une histoire d'âge quand même, parce que la nétrine, c'est quand même très tôt. Très très tôt, au niveau embryon. Non, je crois pas. Non. Oui. Pour un gain de temps, j'ai pas mis le single cell. Ce qu'on a dans le single cell, oui, en fait, quand on regarde les clusters, et notamment par les
par les tumeurs qui sont traitées par le GDC, on a 2 clusters, donc on a un cluster différencié, un cluster prolifératif, et la nitrine shift en fait dans le cluster prolifératif. Donc il y a vraiment une question de facteur de survie. Ouais. Oui. On cherche à bloquer le ligand et pas le récepteur. C'est beaucoup plus dur de bloquer des quantités effrayantes de ligands. Mais je suis pas sûr au niveau de ces récepteurs, il y a vraiment des outils pharmacaux. On a fait un anticorps contre le récepteur. Et après, les récepteurs, ce qu'il faut voir, c'est que ça fonctionne, mais les récepteurs sont énormément... Mais il y en a suffisamment pour que ça fasse le job. Mais ce que j'ai pas montré là, parce que qu'un temps encore, les récepteurs sont aussi fortement down-régulés. Oui. Mais ils sont là quand même pour faire le job. Et après, je ne sais pas au niveau de ces récepteurs s'il existe vraiment des choses. Il me reste 2 minutes ? Oui. Sûr ? 2 minutes 30. C'est vrai ? Donc oui, à la fin, ce que je voulais faire, c'est de vous présenter effectivement autre chose. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans mon équipe depuis maintenant un petit moment, c'est de ne pas regarder les myéloblastomes sur une seule échelle, c'est-à-dire que ce soit le génome ou que ce soit le méthylome. Je suis biochimiste, chimiste de formation, donc ça m'a vraiment intéressé de pouvoir développer d'autres choses et de faire effectivement ce que j'appelle du génome jusqu'au phosphoprotéome, pourquoi pas aller plus loin, et d'essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Ce qu'on a publié en 2018, donc ça c'était une première étude sur 40 échantillons, où on avait fait le méthylome, transcriptome, le phosphoprotéome, et pour raconter l'histoire rapidement, ce qu'on avait vu, notamment au niveau du groupe 4, et on continue à travailler sur ça, à l'échelle du protéome, on voyait, et uniquement à l'échelle du protéome, on voyait une activation des RTK, Receptor Tyrosine Kinase, et notamment de SRC, quelque chose qui est quasiment invisible à l'échelle du transcriptome. Donc là, on continue à travailler effectivement sur SRC dans le groupe 4. Néanmoins, comme vous le savez, au niveau de la protéomique, en 2018, on est capable de détecter 6000 protéines, ce qui était top à l'époque, mais un peu nul aujourd'hui. Donc maintenant, on est capable de monter jusqu'à 12 000, 13 000, 14 000 protéines. Et à l'échelle au niveau des échantillons, et vous avez vu l'hétérogénéité au départ, on a énormément de sous-types, donc on était un petit peu léger. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était le métabolisme. Donc ce qu'on a fait tout d'abord, donc c'est une cohorte qui a été initiée à l'échelle française, donc avec un accord de consortium qui s'appelle donc MBComics entre l'Institut Curie, Gustave Roussy, Necker, Sainte-Anne. Et donc au niveau CopyEye, on est donc moi-même pour la partie omique et Function Validation et Christelle Dufour pour les données cliniques à Gustave Roussy. Et ensuite, différents pays nous ont rejoints, dont Michael Taylor, qui fait partie de ce groupe, qui nous a rejoints. Donc Michael Taylor, c'est pour les 2 drapeaux en fait, parce que maintenant il est passé du Canada aux USA, et l'Allemagne. Et on a réussi, pour vous dire rapidement, donc à collecter 384 échantillons où on a généré, c'est pas écrit là, mais on a généré le génome, donc en whole genome, le méthylome, le rénicycle, le protéome, le phosphoprotéome, le métabolome et les données cliniques, avec effectivement les différentes classifications. Et c'est surtout le travail, c'est pas le mien, de 3 personnes de mon équipe, Flavia, Jacob, Irénée, 3 personnes extraordinaires. Ce qu'on a fait en 2 mots, on n'était pas intéressé d'un point de vue bioinformatique de faire de la corrélation. Corrélation, ça donne des datas, mais c'est pas forcément très conclusif par rapport à la réalité. Donc ce qu'on a fait, c'est beaucoup ce qu'on appelle, non pas les corrélations, mais la causalité. Causalité, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous calculez les activités, que ce soit les activités des facteurs de transcription, les activités des kinases, etc. Et ensuite, vous inférez des réseaux. Donc ici, on a fait tous ces calculs, que ce soit les activités des facteurs de transcription, des kinases, les métabolites, les enzymes qui sont impliqués, etc. Et on a créé tous ces réseaux qu'on a reportés dans le papier, que ce soit pour les sous-groupes ou les subtypes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et par exemple, pour le groupe 3, voilà ce qu'on a trouvé, des lipides partout, mais vraiment partout. Que ce soit de novo l'hypogénésis, donc la synthèse des lipides par les cellules, ou que ce soit des lipides qui arrivent j'arrive jamais à le dire ça, qui arrivent du micro-environnement et qui rentrent effectivement dans la cellule. Donc effectivement, il me reste 30 secondes, mais c'était prévu. Donc, ce qui est important ici, donc ce papier a été publié la semaine dernière, ce qu'on a montré en fait, c'est dans les groupes 3 et notamment les plus graves, les patients avec un pronostic extrêmement sombre, on a effectivement ces lipides qui sont stockés dans ce qu'on appelle les lipides droplets. Ce sont des petits organelles. Et ce qu'on a montré, c'est que ces lipides droplets sont capables donc de
de s'accrocher aux mitochondries et de faire de la bêta-oxydation, donc de transférer ces lipides pour former de l'énergie. Et surtout, ça permet aussi, ces lipides droplets permettent d'éviter la lipotoxicité et effectivement d'éviter une ferroptose qui est énormément présente dans ces tumeurs. Donc ici, et donc ici, ça me permet de présenter effectivement cet article, et surtout, ça me permet de faire une transition, et maintenant Raphaël est revenu, donc c'est parfait, de présenter effectivement ce travail qui est, justement, je vous présente, ça fait une super transition avec Raphaël, qui est extrêmement, voilà, le brillant Raphaël, et avec qui on travaille. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça nous permet, nous, dans notre institut, venant de différents fields, de s'intéresser. Donc nous, ce qu'on a commencé à discuter, c'est d'essayer d'aller regarder un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe au niveau mécanistique, et surtout ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'aller beaucoup plus loin, et pourquoi pas trouver une solution thérapeutique. Et c'est là, effectivement, où nos discussions sont, je pense, extrêmement intéressantes. Donc voilà, j'ai fini. Je souhaite remercier ici l'ensemble de mon équipe, particulièrement Julie, qui est ingénieure de recherche, qui est donc l'auteur du papier sur la nétrine, et Irénée Flavia Jacob, pour l'autre article. Effectivement, Patrick Mellen, Natris Pharma, Ciredo, l'Institut Curie, et l'ensemble effectivement des cliniciens, nos financements, et bien entendu les patients et les familles. Je vous remercie. On va directement passer à la présentation de Dr Raphaël Rodriguez. Il nous reste un gros quart d'heure. Donc, qui va nous présenter des travaux sur le contrôle de l'adaptation cellulaire, et donc qui est directeur de recherche à Curie. Bon. Ça marche? Ça marche. Ok, merci à tous. Merci Denis pour ton invitation. Donc, contrôle de l'adaptation cellulaire. Donc, l'adaptation cellulaire, c'est quoi? C'est la capacité d'une cellule de changer de phénotype, c'est-à-dire de changer de propriété ou d'identité, passer d'un état A à un état B, sans pour autant qu'il y ait d'altération génétique. Alors, pourquoi c'est important de comprendre que l'adaptation cellulaire existe? Quand on est à l'université, en tout cas moi, ce que j'ai appris d'une cellule en premier, c'est qu'une cellule se divise. Donc, au-delà du fait qu'une cellule se divise, les cellules s'adaptent et changent en fonction de leur environnement. Et ça peut être un stress physique, des contraintes mécaniques, par exemple le shear stress qu'on retrouve dans les tumeurs, ça peut être une adaptation en fonction de la biochimie environnante, typiquement une tumeur, les cytokines, les facteurs de croissance, mais qu'on retrouve aussi dans le cadre du développement embryonnaire, ou ça peut être, dans le cadre du cancer, d'une chimiothérapie, quand on expose une tumeur primaire à une radiothérapie ou alors des chimiothérapies, les cellules ont la capacité de s'adapter. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à venir à bout des cancers, en particulier parce que les cellules cancéreuses dans une tumeur primaire ou dans une métastase s'adaptent au traitement qu'on va leur donner, quel qu'il soit. Et donc, si on comprend la chimie qui est sous-jacente à l'adaptation cellulaire, alors on pourrait bloquer l'adaptation cellulaire ou alors développer des traitements qui sont spécifiques d'une identité. Et donc, la contribution modeste de notre laboratoire avec les 15 dernières années de travaux de l'équipe, c'est d'avoir compris que les métaux, 2 métaux en particulier, le fer et le cuivre, ce sont des métaux qui sont redox actifs dans le contexte de la cellule, ce ne sont pas des cofacteurs, contrairement à ce que les textbooks nous enseignent à l'université. Sont absolument essentiels et aussi essentiels que n'importe quel facteur de transcription ou marque épigénétique et qui permet de contrôler cette adaptation cellulaire. Alors l'adaptation cellulaire, pour qu'elle se fasse, elle a besoin de plusieurs choses. La première, il faut qu'il y ait une reprogrammation métabolique et il faut qu'il y ait une reprogrammation épigénétique. Le épigénome dépend essentiellement de la reprogrammation métabolique. Il n'y a pas de reprogrammation épigénétique sans pour autant que le métabolisme mitochondrial n'ait pas changé. Et il n'y a pas de programme transcriptionnel spécifique qui soit efficace pour induire ce changement d'identité, sans pour autant que le paysage épigénétique ait été reprogrammé. Et donc, ici, j'ai voulu illustrer ce cas de figure, le cas du cancer, mais ça ne concerne pas le cancer, ça concerne aussi l'inflammation aiguë. Donc, je vais donner 2 cas d'adaptation cellulaire. Le premier, le cas de l'inflammation qu'on connaît très bien dans le cadre de la pandémie, infection par un pathogène qui peut être une bactérie ou un virus. Notre système immunitaire va répondre à la présence d'un pathogène pour adopter une identité qui permet d'éradiquer le pathogène. Et ce qui va tuer le patient, ce n'est pas le virus en soi, c'est le fait que les macrophages soient dans un état qui soit beaucoup trop inflammatoire et donc qui commence à attaquer les tissus qui sont sains. Et donc pour que les macrophages non inflammatoires se transforment en macrophages pro-inflammatoires pour éradiquer le pathogène, il faut bien qu'il y ait un changement d'identité, donc une adaptation. Le deuxième, c'est le cas du cancer. Effectivement, quand on expose une tumeur primaire à une chimiothérapie classique, en général antiproliférative, et donc qui cible les microtubules et l'ADN, le taxol, cisplatine,
Les cellules vont avoir cette capacité à exploiter ce qu'on connaît bien, le darwinisme cellulaire. Ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, c'est ceux qui sont le plus capables de s'adapter au changement. Le changement, c'est quoi? C'est une chimiothérapie. Et donc, les cellules vont passer d'un état prolifératif sensible à un état non prolifératif, mais qui, étant moins prolifératif, est plus capable de disséminer et d'invader des tissus. Ce qui veut dire que les chimiothérapies conventionnelles ne fonctionnent plus, mais ce qui veut dire aussi que potentiellement des chimiothérapies pourraient favoriser cette adaptation et donc cette dissémination. Et ça, on le récapitule très bien dans des tubes à essai. Alors, ça a pris du temps pour comprendre que les métaux étaient impliqués, parce qu'effectivement, les métaux, dans la biologie, malheureusement, on parle de trace element. Il y a même des journaux qui s'appellent trace element, ce qui est quand même bizarre parce qu'il y a sans doute plus de fer dans une cellule que d'ADN, donc c'est pas un trace element. On parle de cofacteurs qui donnent une idée de caractère accessoire dans la biochimie. C'est qu'on parlait d'un copilote dans un avion, c'est pas nécessaire, un pilote ça suffit. Voilà, c'est les métaux, ce ne sont pas des cofacteurs. Alors, c'est pas un cofacteur pour le magnésium et le calcium qui permettent le folding des protéines et des acides nucléiques, mais dans le cadre du fer et du cuivre, si vous avez un doute, dès qu'il y a un électron qui bouge, ça devient un catalyseur. Et le catalyseur, il est ce qu'on appelle rate limiting dans une réaction chimique qui permet d'accélérer une réaction. Et dans le cadre du cancer, bien évidemment, c'est essentiel. Pourquoi c'est difficile d'étudier les métaux, en particulier le fer et le cuivre? Parce que ça, c'est donc une cartographie de ce qu'on sait aujourd'hui sur l'homéostasie du fer. Il y a des protéines qui sont importantes pour l'import, des protéines qui sont importantes pour l'export, des protéines qui sont importantes pour le stockage, des protéines qui sont importantes pour le trafic intracellulaire. Le fer existe sous plusieurs formes, une forme d'oxyde de fer, sous une forme de fer 3, sous forme de fer 2. Et le problème, c'est que dès qu'on touche à un des partenaires, il y a tout qui bouge. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de chaos du fer, on ne peut pas faire de knock-in du fer. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut inventer de nouvelles molécules, des sondes qui permettent de détecter où le fer se trouve, est-ce qu'il est libre, est-ce qu'il est chimiquement réactif, est-ce qu'on peut l'activer, est-ce qu'on peut l'inactiver. Ça, c'est une vraie difficulté qu'on a et c'est là où le rôle des chimistes c'est essentiel. Alors, bien sûr, les cellules ont besoin de fer. Le problème, c'est que quand il y a trop de fer, comme on le sait, le fer, ça rouille. Le fer est capable, ce que je disais, d'absorber des électrons ou de libérer des électrons. Ce sont des métaux donc, qui sont redox actifs. Et dès que l'électron est donné à de l'oxygène moléculaire ou du peroxyde d'hydrogène, on forme des radicaux libres, des radicaux qui sont oxygénés. Et quand ces radicaux sont oxygénés, sont à proximité de lipides membranaires, il va y avoir une abstraction d'hydrogène qui fait qu'il va y avoir une oxydation des lipides membranaires. Et un lipide membranaire qui est oxydé, il est moins lipophile. Et donc, s'il est moins lipophile, il est moins capable de former une membrane. Et s'il est moins capable de former une membrane, les membranes se dissocient. Et une cellule qui est censée être compartimentalisée. Pourquoi compartimentalisée? Parce qu'il y a des réactions spécifiques qui doivent être séparées. La biosynthèse des acides nucléiques, c'est le noyau. La biosynthèse des métabolites, c'est la mitochondrie. La biosynthèse des protéines, c'est les ribosomes. Et si on mélange tout, c'est un bordel monstrueux. Et c'est ce qu'on fait en chimie. On fait des réactions séparées dans des ballons. Et on ne va pas imaginer un ballon où on met 200 000 réactions chimiques de manière aléatoire, il va se passer n'importe quoi et on ne peut plus rien contrôler. Et donc, le paradoxe dans ce fil de la ferroptose, donc la ferroptose c'est quoi? C'est une mort qui est le résultat d'une accumulation non contrôlée de peroxyde lipidique, membranaire, et qui est catalysée par le fer. Et le paradoxe, c'est que le mot a été publié en 2012 et que le premier papier qui montre vraiment l'implication du fer, c'est le nôtre en 2017. Et pourquoi ça a été appelé ferroptose? Parce que Brent Stockwell, notre collègue de Columbia, a montré que quand on utilisait un chélateur de fer, on arrivait à maintenir la vie des cellules qui étaient exposées à des inhibiteurs, des suppresseurs de ferroptose. Le problème, c'est que le chélateur de fer, il peut chélater le fer, mais il peut faire plein d'autres choses. Et l'implication littérale du fer et la quantification du fer dans ce contexte était inconnue. Donc nous, on a montré que c'était le fer, non seulement le fer, mais le fer lysosomal qui était l'initiateur. Donc le fer lysosomal a cette capacité de libérer un électron donné au peroxyde d'hydrogène ou à l'oxygène moléculaire qui va ensuite réagir avec des lipides et qui va se propager. Alors ça, c'est une cartographie qu'on a en dessin, que ma fille aurait pu dessiner, qui résume les 15 dernières années et qui évolue au cours du temps. On ajoute des choses, on enlève des choses. Et donc ça, c'est une autre contribution modeste à la science. Aujourd'hui, je vous ai parlé de 2 cas de laboratoire. Donc celui-ci, c'est l'inflammation, mais il y a un rôle important dans le cancer, et celui-ci qui est plus récent, qui est vraiment le cancer, le développement de nouvelles molécules dans ces 2 cas. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On s'est intéressé à cette protéine membranaire CD44, qui est une protéine qui est connue depuis un demi-siècle, qui est impliquée dans plein de processus, en particulier les processus de développement, les processus qu'on appelle de wound healing, c'est-à-dire la réparation des tissus, les processus d'inflammation, donc d'activation immunitaire, mais aussi dans les processus de cancer. On retrouve que CD44 est surexprimé dans les métastases par rapport à une tumeur primaire ou dans les tumeurs résiduelles qui ont été traitées, et c'est un facteur de mauvais pronostic.
Et donc, ce qui est vraiment pleinement établi avant nous, c'était que c'est le récepteur essentiel de l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, on sait que c'est un biopolymère qui est chargé négativement, donc il y a à peu près 4000 charges négatives sur ce biopolymère. Et on sait que le CD44, c'est une protéine qui est recyclée par endocytose. Ce qui pose une question très simple de chimie de base. Si CD44 rentre, interagit avec l'acide hyaluronique, comme la membrane plasmique n'est pas polarisée, ça veut dire qu'il y a contre-ions qui sont associés au biopolymère pour neutraliser les charges. Et c'est une question toute conne, mais que personne ne s'était posée. Et donc, par spectrométrie de masse, on a montré qu'il y avait des contre-ions qui étaient majoritairement endocytés par CD44, étaient le cuivre et le fer. Ce qui veut dire que c'est pas tant si CD44 est exprimé ou pas, c'est l'étendue de la surexpression de CD44 quand les cellules se transforment qui est important. C'est-à-dire que quand on induit ce qu'on appelle, ce que disait Olivier tout à l'heure, une transition épithélio-mésenchymateuse qui permet de transformer un tissu non métastatique en tissu pro-métastatique, on va y avoir une surexpression de CD44. Donc c'est vraiment une marque de métastase, c'est CD44. Et donc si CD44 est surexprimé, les métaux rentrent. Et donc on a montré deux choses. On a montré qu'il y avait une augmentation par endocytose donc de fer et de cuivre. Le cuivre va dans la mitochondrie, catalyse une réaction de maintenance du pool de NAD+, qui est essentiel aux enzymes du cycle de Krebs, qui permet de produire deux oncométabolites qui vont ensuite trafiquer vers le noyau. Donc l'acétyl coenzyma qui permet de réguler l'acétylation des histones et l'alpha-kétoglutarate qui permet de réguler le statut de méthylation des histones et des acides nucléiques. Et donc c'est ces deux métabolites qui régulent si un gène est allumé ou si un gène est éteint. Ensuite, on a montré qu'il y avait une augmentation. Alors ça, c'est un pool de cuivre 2, ce qui n'était pas connu dans la mitochondrie. Ce qui est connu, c'est cuivre 1, et la chaîne de transport d'électrons cuivre 2, ce n'était pas connu. Et le cuivre 2, c'est un acide de Lewis, qui permet de catalyser les réactions chimiques, notamment celle-ci qu'on a mis en évidence. Le deuxième, donc, c'est une augmentation de fer. Et on montre que le fer, en fait, il ne va pas augmenter dans la mitochondrie, il va augmenter dans le noyau, ce qui n'était pas connu. Et dans le noyau, une classe d'enzymes qui est importante, ce sont les déméthylases qui dépendent de l'alpha-kétoglutarate et qui ont cette propriété donc de déméthyler. Et donc, si une déméthylase est surexprimée mais qu'il n'y a pas de fer disponible, il n'y a pas d'activité de l'enzyme. Et donc, pour que ces enzymes puissent déméthyler efficacement, c'est le principe de Châtelier, il faut surexprimer l'enzyme, mais il faut surexprimer l'endocytose du métal pour que l'enzyme soit active. Et donc, c'est cette classe d'enzymes, il y en a 85, ce qui rend les thérapies épigénétiques extrêmement complexes, voire impossibles. Dans ce contexte-là, c'est le fer qui régule cette plasticité-là. Pas de fer, pas d'adaptation cellulaire possible. Donc, les autres exemples, c'est vraiment dans le contexte du vieillissement ou le vieillissement prématuré qu'on a mis en évidence ces processus. Donc là, je voudrais vous présenter deux exemples, l'exemple du cuivre et l'exemple du fer. L'exemple du cuivre, donc ça, c'est un travail qu'on a fait dans le cadre de l'inflammation, mais il y a un lien indirect. On montre que l'adaptation des cellules immunitaires pour devenir pro-inflammatoires, c'est la même biochimie que les cellules cancéreuses pour devenir pro-métastatiques, ce qui pose un autre problème ensuite. Mais en gros, quand on prend des cellules du pancréas cancéreuses ou qu'on prend un adénocarcinome du poumon, qu'on les expose à des TGF-bêta, on voit qu'il y a une augmentation de CD44. Ça, c'était connu. Mazaguet et tous ces travaux. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une augmentation de fer, mais surtout une augmentation de cuivre mitochondrial, et ça on valide dans toutes les tumeurs qu'on a trouvées. Et on voit que les cellules perdent leur profil hyperprolifératif pour acquérir à la place un profil prométastatique. Donc, perte de l'éicadérine, qui est une protéine d'adhésion, augmentation de la vimentine, la fibronectine, qui sont des marqueurs mésenchymateux qu'on retrouve notamment dans tous les sarcomes. Et ensuite, augmentation de slug et de twist, qui sont des facteurs de transcription qui sont importants pour cette transition. Et là, on a inventé une nouvelle classe de molécules qui permet spécifiquement d'aller dans la mitochondrie, qui est le cuivre 2. Ça ne va pas ailleurs, ça ne touche pas d'autres métaux, ça ne touche pas le cuivre 1. Et en inactivant le cuivre 2, on voit qu'on bloque cette transition épithélio-mésenchymateuse. Ce qui laisserait penser que si cette molécule était compatible avec un organisme multicellulaire, la souris ou l'homme, on pourrait potentiellement bloquer cette plasticité cellulaire, donc bloquer la dissémination métastatique et maintenir les cellules cancéreuses dans un état sensible aux chimiothérapies. Donc ça, c'est un cas de figure. Alors, on a montré l'effet in vivo, non pas dans le cadre du sepsis, mais dans le cadre du cancer, mais dans le cadre du sepsis. Et ça, c'est un travail qu'on a fait pendant la pandémie. Donc, on peut induire un choc septique chez la souris en injectant du LPS ou en faisant ce qu'on appelle un CECAL ligation and puncture, qui consiste à faire des trous dans le côlon de la souris. Et c'est les gut microbiota qui est libéré dans le péritoine et qui va créer un choc septique. Et donc on voit quoi? On voit que les souris meurent rapidement donc d'un choc septique, c'est-à-dire une hyperactivation dépendante du cuivre des cellules immunitaires. On voit ça dans les deux cas. Le standard, c'est la dexaméthasone, les corticostéroïdes, qui sont les anti-inflammatoires les plus puissants. Dans le LPS, on voit qu'il y a une rescue, mais on ne voit pas du tout de rescue dans le cadre du CLP. Et on voit que quand on traite avec notre inhibiteur de cuivre mitochondrial, qui, je le rappelle, bloque la transition épithélio-mésenchymateuse dans le cancer, on voit qu'on a 100% de rescue de viabilité dans le cadre du LPS et on voit qu'on a 20% d'augmentation de vie dans le cadre du CLP.
Et ça, c'est des résultats dans le choc septique qui sont sans précédent. Ce qui nous laisse penser qu'on est sur la bonne voie dans le cadre du contrôle de la plasticité cellulaire. Le second exemple que je voudrais illustrer aujourd'hui, c'est donc l'exploitation du fer. Donc là, on a travaillé avec un adénocarcinome du pancréas. Pourquoi l'adénocarcinome du pancréas? Parce qu'on sait que c'est une des tumeurs qui métastase le plus précocement. Alors, c'est pas qu'on n'est pas intéressé dans les autres cancers, mais si on veut faire un essai clinique rapide, il faut montrer qu'il y a des résultats tôt. Et le problème de cancer triple négatif, typiquement, c'est que la récidive peut être 5 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Comment on fait un essai clinique? Les gens ne veulent pas investir parce que la relapse est trop tardive. Donc, si on veut faire un essai clinique, il faut qu'on ait une réponse qui soit le plus rapidement possible. Donc forcément, quand on passe de 4 mois de survie à 6 mois de survie, l'essai clinique il est beaucoup plus facile à réaliser. Donc là, on voit quoi? On voit qu'il y a plus de fer dans les cellules qui sont CD44+, que CD44 négatifs. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On voit qu'il y a plus de fer dans le tissu d'adénocarcinome du pancréas par rapport aux tissus adjacents qui sont soi-disant sains. Mais surtout, on voit qu'il y a plus de fer lysosomal qui soit chimiquement actif. C'est un pool de fer 2 lysosomal qui est chimiquement actif. Ça, on le sait comment? Parce qu'on a une sonde qui réagit spécifiquement le fer 2 lysosomal par rapport au tissu sain. Donc ça, c'est super. Maintenant qu'on sait ça, on a plus de fer lysosomal. À quoi va servir ce fer? Ce fer, il va aller dans le noyau pour déméthyler les histones et pour induire l'adaptation qui permet aux cellules de devenir métastatiques. Et nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est savoir si on pouvait bloquer ce trafic du fer, garder le fer dans l'lysosome, et au lieu qu'il oxyde les histones pour allumer des gènes, l'idée c'était d'oxyder les lipides membranaires du lysosome pour induire la mort par ferroptose. Donc reprogrammer la chimie du fer. Et donc ça, c'est là où le talent du chimiste est mis en jeu. Comment on fait pour inventer une molécule dont la structure va lui permettre de s'accumuler dans le compartiment lysosomal, interagir avec le fer et induire par proximité une peroxydation des lipides et non pas des histones dans le noyau. Donc ça récapitule la chimie de Fenton que j'expliquais tout à l'heure, qui est impliquée dans la ferroptose. C'est ce que nous avons montré. Donc c'est le fer lysosomal qui induit la ferroptose. Donc on a inventé cette nouvelle classe de molécules qu'on appelait fentomycine, après Henry Fenton qui a en 1894 découvert cette réaction, qui est une molécule bifonctionnelle, une partie qui va dans la membrane lipidique, pas dans un récepteur, mais vraiment qui s'insère dans la membrane phospholipidique, avec une partie verte ici qui est un chélateur de fer, mais pas un chélateur comme la déferoxamine qui inactive le fer, un chélateur qui laisse des orbitales libres, qui permet d'être plus actif. Ce fragment vert n'est pas censé aller dans le lysosome parce qu'il est trop polaire. Par contre, une fois qu'il est lié à la partie rouge, par endocytose, il va se retrouver naturellement dans le lumen, à proximité de la membrane lipidique, il va chélater le fer, il va former un fer oxo 4 qui est super réactif, qui va faire une abstraction d'hydrogène des phospholipides membranaires par proximité, donc il va générer un radical qui est carboné, qui va réagir avec l'oxygène moléculaire pour former un radical hydroperoxyde carboné qui va se propager dans la membrane et qui va se propager aux autres organelles, ce qui fait que progressivement, les membranes se délitent, la compartimentalisation est perdue et les cellules meurent. Ça, c'était l'idée. Ça, c'est une vraie histoire. Ça m'a pris un quart d'heure pour dessiner cette structure sur un papier. Et ça a pris à Tatiana Kanieke, qui est dans mon laboratoire, qui aussi m'accompagne dans la vie, 5 ans à synthétiser. Voilà. Et donc, il a fallu inventer des nouvelles réactions chimiques pour faire cette structure. Parce que dessiner une structure sur un papier, c'est quelque chose, mais ça ne veut pas dire que la structure est stable et qu'elle peut être faite. Et ça ne veut pas dire qu'on sait la faire. Il y a des liaisons chimiques qu'il faut casser, d'autres qu'il faut faire. Et la chimie, il a fallu l'inventer pour faire cette molécule. Donc l'idée, c'était que ce fragment-là, rouge, il est fluorescent, ce qui nous a permis de traquer la molécule dans la cellule. Ce fragment-là, il existait, on l'utilise en chimie de synthèse, justement pour faire des oxydations d'alcanes qui sont très difficiles. Ce fragment ne va pas dans le lysosome, sauf une fois qu'il est accroché au fragment rouge. Et donc notre attente, c'était qu'il forme ce catalyseur à base de fer, ultra réactif, mais à proximité des lipides, par le linker. Si le linker il est trop long, manifestement, le catalyseur est trop éloigné de la membrane, ça ne peut plus marcher. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette fameuse tumeur humaine de PDAC. Donc, par lipidomique, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de lipides peroxydés à l'état basal. Quand on traite avec la fentomycine pendant 24 heures, juste après les dissociations, il n'y a pas eu de manipulation des tissus. On voit qu'il y a une peroxydation lipidique. Et quand on utilise le tocopherol, qui est un ce qu'on appelle un radical trapping agent lipophile, donc ça s'insère dans la membrane et ça peut trapper les radicaux, on voit qu'on bloque cette peroxydation lipidique. Donc ça c'est cool, le concept il marche. Mais ce qui est plus cool encore, c'est de voir que la population CD44+, ici, au bout de 24 heures, elle passe de 54 à 13%. Donc ici, que ce soit bien clair, la population qui tue les patients qui souffrent d'un cancer du pancréas, pour lesquels on n'a pas de médicaments cliniques aujourd'hui, c'est cette population-là. Voilà. Quand on utilise la liproxatine qui est un inhibiteur de ferroptose ou le tocopherol qui est un inhibiteur de peroxydation membranaire ou la déferoxamine qui est un super chélateur de fer, on inhibe cet effet-là. Ça c'est bien.
Une autre data qui a été assez spectaculaire à l'époque où on l'a eu, c'était de regarder une métastase hépatique d'un cancer du pancréas. Donc un des premiers organes dans lequel le cancer du pancréas se dissémine, c'est le foie. C'est pour ça que c'est un cancer qui est assez agressif. Donc, ce qu'on fait, c'est que Sarah Watson nous appelle, elle dit Raph, je vais avoir une tumeur, est-ce que tu la veux? Voilà, c'est une métastase du pancréas, c'est assez rare, est-ce que tu veux tes tissus sains? Je dis oui, on reste au labo super tard, donc elle nous amène les deux tissus, on dissocie, ça nous prend une paire d'heures, et puis on inocule en suspension les tissus avec la molécule qu'on a synthétisée dans le labo d'à côté. Donc, il y a l'hôpital, le couloir d'à côté, notre labo de chimie, notre labo de bio, on traite. 24 heures plus tard, on faxe. Et on compare. Donc, la tumeur non traitée, elle est ici, on voit la population CD4 high. Après 24 heures, on voit que cette population elle a quasiment été entièrement déplétée. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de fer, donc plus de peroxydation lipidique. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment d'effet sur les tissus du foie qui étaient censés être quand même chargés en cuivre et en fer. Donc on voit qu'il n'y a pas de peroxydation lipidique. Je ne montre pas la data, mais on l'a. Et on montre qu'il n'y a pas d'effet de toxicité. Donc ça, pour nous, c'est un des modèles précliniques les plus avancés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une lignée, il n'y a pas eu de passage, ça n'a pas été manipulé par 250 000 personnes. On connaît l'origine. Contrairement à certaines lignées, on nous dit que c'est des glioblastomes alors que ça n'en est pas. Voilà, là on sait que c'est ça, et on a récapitulé cet effet sur 250 types de tumeurs qui incluent plein de sarcomes différents, des liposarcomes, des UPS, des cancers du poumon, des cancers du côlon, des cancers ovariens, des cancers du sein, etc. Donc on montre que ça marche aussi sur des organoïdes, on montre que ça synergise avec des standards. Par exemple, quand on prend les composantes du folfirinox, le 5-fluorouracil, le taxol, le cisplatinote, on voit que ça synergise, donc c'est pas mal. Pourquoi? Parce que dès qu'une cellule sort de la prolifération, elle est ciblée par un agent prophéroptotique, ce qui laisse penser que c'est ensemble qu'il faut utiliser ces médicaments et pas de manière séquentielle. Et enfin, on a montré dans une tumeur qui est une tumeur d'un cancer triple négatif immunocompétent qui est inoculée dans la node, dans la lymphe, parce que c'est un des premiers sites de dissémination métastatique. On voit que quand on inocule la phentomycine dans la lymphe, on arrive à réduire la croissance tumorale qui récapitule des propriétés d'une métastase. Donc nos conclusions sur les quelques dernières années sont les suivantes. Donc CD44, c'est un immune cell activation marker si on est immunologiste, c'est un cancer stem cell marker si on travaille en cancéro, c'est un developmental marker si on est en biologie du développement. Et pour le chimiste, c'est la même protéine membranaire qui est glycosylée, qui est splicée, qui sera endocytée, qui est un récepteur d'acide hyaluronique et qui fait entrer des métaux. Et cette protéine, elle est importante justement pour orchestrer l'adaptation cellulaire, c'est-à-dire réguler la reprogrammation métabolique et épigénétique qui permet d'allumer et d'éteindre les gènes importants à l'adaptation. Ensuite, le cuivre mitochondrial et le fer lysosomal sont ce qu'on appelle dans notre jargon druggable, c'est-à-dire qu'on a des petites molécules qui vont spécifiquement interagir avec certains métaux dans certains organelles, sous certaines formes d'oxydation qui permettent d'être spécifiques. Aujourd'hui, il y a plein de molécules qui sont utilisées en clinique, comme la déferoxamine, le déferazirox, le déferal, la pénicillamine, ammonium tétramolybdate, toutes ces molécules qui sont soi-disant des chélateurs de cuivre et de fer. Mais pour autant, tous les effets secondaires sont différents. Les cliniciens ne savent pas trop pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend le déferazirox, ça va dans la mitochondrie. Si on prend la déferoxamine, ça va dans le lysosome et dans le noyau. Donc, pourquoi les effets secondaires seraient différents? Parce qu'ils ne vont pas au même endroit et donc il y a des side effects qui sont différents. Et donc, c'est important de savoir où une petite molécule va dans la cellule si on veut comprendre quels sont les effets secondaires, surtout comment l'utiliser. Ensuite, le fer lysosomal, c'est ce qui était le chaînon manquant pour nous dans la ferroptose. Oui, la ferroptose, c'est si on inhibe des suppresseurs de ferroptose comme GPX4, FSP1, on a la ferroptose. Mais d'où vient la première initiation de peroxydation lipidique? C'est le fer lysosomal qui est le driver. On l'a montré plusieurs fois. L'inflammation et la progression tumorale sont des maladies moléculairement similaires. Je vais clarifier, ce ne sont pas les mêmes physiopathologies, manifestement, mais toute la biochimie sous-jacente à l'activation cellulaire est la même. Et donc, si on considère qu'un choc septique, ce n'est pas le pathogène, mais c'est le fait que les macrophages soient suractivés, et si on considère que 70% des patients qui ont un cancer succombent de la métastase et non pas de la tumeur primaire, alors ça veut dire que c'est le processus d'adaptation cellulaire qui tue l'individu, et le processus d'adaptation cellulaire, que ce soit des cellules immunitaires ou des cellules cancéreuses, dépend de CD44, du fer et du cuivre, et c'est ce que j'ai illustré dans ces deux articles. Et enfin, ça c'est assez important pour nous d'un point de vue historique, Linus Pauling a identifié la première mutation génétique qui encode pour la mutation dans l'hémoglobine, qui conduit à l'anémie de sickle cell anemia. Et donc quand on imagine ça, gène découvert en 1941, George Biddle, mutation génétique, Linus Pauling, 49, double hélice de l'ADN, 53. Donc 4 ans plus tard, l'autre, il avait déjà identifié une mutation génétique qui code pour une maladie. Il avait dit, si on corrige le défaut moléculaire disease, on corrige la maladie.
Et donc, 70 ans plus tard, avec David Duke, CRISPR, on montre dans des souris que quand on corrige cette mutation génétique, on corrige la maladie. C'est trivial pour nous aujourd'hui, mais il y a 70 ans, c'était pas trivial du tout. Et donc, à l'époque, on disait, on a une mutation génétique, on a une maladie. Aujourd'hui, c'est vrai, on dit ça, on a des mutations dans P53, dans RAS et autres, on a un cancer. Mais il y a des gens qui challengent ça. Bob Weinberg, Vogelstein, ils disent quand même que la partie métastatique, elle n'est pas drivée par des mutations génétiques, parce qu'elles sont rapides, elles sont réversibles. Nous, ici, on montre que quand on contrôle l'adaptation cellulaire indépendamment d'altération génétique, ça confère un bénéfice thérapeutique. Et donc, on n'a pas besoin de CRISPR pour corriger les mutations. On s'attelle à cette partie justement non génétique du problème. Voilà, et avec ça, j'aimerais vous remercier pour votre hospitalité, pour un brin de soleil, on en a besoin à Paris. Les gens qui n'ont pas le moral. Et puis j'espère qu'avec Denis et puis toutes les forces vives du sud de la France, on pourra travailler ensemble et faire avancer ces produits et d'autres. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette désarticulation entre l'imputation driving ou additionnelle et un traitement qui va être complètement en dehors du paradigme actuel de traitement artificiel, etc. Et donc qui va plutôt pour un traitement mécanistique éventuellement dépendant des mutations. Donc, donc ça pour toi c'est tumeur indépendant. Alors, si tu veux, on est arrivé justement à cette conclusion justement par cet aspect-là d'indépendance des tumeurs. Très bien. En fait, c'était un constat que je faisais à l'Institut Curie où je trouvais que des aspects de la science étaient assez cloisonnés. Finalement, il y a les biologies cellulaires, il y a la biologie du développement, il y a la chromatine, il y a le translat. Et dans le cancer, il y a des experts d'ovaire, des experts poumons, etc. Et nous qui sommes chimistes, en fait, pour moi en particulier, moi ce que je vois, c'est des molécules. Quand je visite un appartement, je vois des tomates par terre, je vois un benzène. Voilà, donc ça c'est mon trouble obsessionnel compulsif. Et donc quand on voit CD44, moi je vois quoi? Je vois une protéine membranaire glycosylée qui va être endocytée. Et donc ça, il se trouve, il y avait un papier dans la NIH qui est sorti en 2010 qui montrait que toutes les tumeurs solides et certaines maladies hémato surexprimaient CD44 justement dans les tumeurs résiduelles. Et c'est le premier qui a montré ça vraiment, je crois que c'était Danny Feinberg à Johns Hopkins, où il montrait que la métastase d'une tumeur du pancréas était enrichie en CD44 par rapport à la tumeur primaire. Et à l'époque, en fait, où on cherchait pourquoi il y avait plus de fer. Parce que les textbooks, ils nous disent que ce qui fait entrer du fer dans une cellule, c'est transférer un récepteur. Ça, c'est connu depuis 70 ans, voire 100 ans. Et le problème, c'est que ce processus-là, il est inhibé par l'abondance de fer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les iron responsive elements dans les UTR, de transférine récepteur, etc. Ce qui fait que plus il y a de fer, moins il y a de translation et d'expression de ces protéines. Ce qui fait que conceptuellement, nous, on n'arrivait pas à expliquer pourquoi il y avait plus de fer dans les cellules métastatiques que dans les autres. Et donc, en cherchant des récepteurs membranaires, on est tombé sur CD44, j'ai fait la biblio et je me suis dit, bon, ok, récepteur de l'acide hyaluronique, qu'est-ce que c'est l'acide hyaluronique? Et là, je vois qu'il y a des charges négatives de partout. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est sûr que c'est ça. C'est obligé que ce soit ça. Et on a vu, en fait, que dans toutes ces tumeurs-là, donc je n'ai pas montré là parce que ça fait partie des datas non publiées, mais ça, on a montré ça dans 250 tumeurs humaines juste après la chire. On fait le fax, on fait la masse des métaux, on fait ça avec Sarah Watson d'ailleurs. Et on fait le sorting CD44 ILO et on voit ça, plus de cuivre, plus de fer. Et quand on induit une transition épithélo-mésenchymateuse in vitro, eh ben on voit exactement le même profil que quand on fait le sorting d'une tumeur CD44 ILO. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est pas une tumeur. Alors je peux pas dire qu'il n'y a que ça, je vais pas dire que c'est prononcé de la même manière dans toutes les tumeurs, sans doute que non. Ce que je sais, c'est que les formes de glioblastome les plus agressives, c'est CD44+, que le tumeur du pancréas qui est très agressif, c'est CD44+, que dans triple nec, c'est ce qu'on voit, et que dans les UPS et les liposarcomes, c'est ce qu'on voit aussi. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël, brillantissime comme d'habitude. Il y a longtemps, il y a 20 ans, à Saint-Louis, il y avait une fille qui travaille sur des anticorps anti-CD44 dans les LAM, Florence Smadja. Est-ce que si on revenait avec cette idée, il faudrait associer l'anticorps anti-CD44 et tes molécules? Alors, Ou c'est idiot ce que je viens de dire? Non, pas du tout. On s'est intéressé à ça. Il se trouve que Christophe Le Tourneau avait fait un essai clinique avec l'inhibiteur l'anticorps CD44 de Roche à l'époque. Et ça avait donné des résultats, mais pas suffisamment intéressants pour que Roche continue à développer
cet anticorps. Et étrangement, quand il y a eu la pandémie, j'ai appelé Roche justement pour savoir si on pouvait avoir l'anticorps. Il savait exactement pourquoi j'appelais. J'avais eu un rendez-vous, il me dit, vous voulez notre anticorps? Il est sur l'étagère, on peut pas vous le passer. Donc voilà, il faut que je fasse ce travail avec eux. Alors ça, on pense que ça va pas marcher parce qu'on montre que le linker, la taille du linker est important. Si le linker est trop long entre les deux parties, l'activité du produit ne marche plus. Du linker Le entre linker, quoi et quoi? sur notre molécule bifonctionnelle. Donc ça veut dire que si on attachait ça à l'activateur de fer à un anticorps, on pense que ça serait beaucoup trop éloigné pour On que... pourrait pas donner les deux en même temps sans Ce qu'on pense sans les faire, attacher. non, ce qui pourrait être intéressant aujourd'hui, c'est de faire un bispécifique antibody qui cible à la fois CD44 et transférine récepteur, ce qui fait qu'on bloquerait complètement l'endocytose du fer. Et on pense que ça pourrait marcher. Voilà ce qu'on pense que... Et éventuellement utiliser cette molécule en parallèle. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on explore. Quand on voit ce que font les ADC aujourd'hui et les anticorps bispécifiques, je crois que c'est Edouard Battle d'ailleurs qui vient de sortir un anticorps bispécifique, LGR5, EGFR, et il montre que sur cancer tête et cou ça marche super bien. Voilà, et bon, Edu Battle c'est un des premiers, un des pionniers de l'EMT, je crois qu'il a publié Twist ou Snail, je ne me rappelle plus, ou Slug je crois, avec Hans Clevers en 98. C'est quelqu'un qui mérite de sortir un truc aujourd'hui, c'est lui, il l'a fait, donc ça veut dire que c'est faisable. Donc je pense qu'il faudrait refaire cette étude, là c'est des 44 spécifiques avec transférine récepteur. Parce qu'on voit qu'il y a un mécanisme de compensation aussi. Quand on fait sauter CD44, il y a une petite surrégulation de transférine récepteur. Quand on se fait sauter transférine récepteur, surrégulation de CD44. Et quand on parle avec Olivier Hermine, justement de faire des KO, on l'a fait avec Olivier d'ailleurs, des KO de transférine récepteur, l'érythropoïèse se fait quand même. Donc il y a un autre processus. Et CD44, c'est aussi un marqueur de maturation d'érythrocytes. Donc, Juste une dernière question avant que tu aies une question courte, pas complémentaire. c'est moi qui parle pendant des heures. Excusez-moi. Oui, c'était une question qui était complémentaire parce que j'avais effectivement la question sur l'anticorps. Mais du coup, ce matin, on parlait de développabilité de ce type de médicament. Si tu dis que ta molécule, il t'a fallu 5 ans, est-ce que maintenant, le process de production industrielle de ta molécule commence à se comparer avec celle d'un anticorps ou d'un ADC ou d'un bispécifique? Donc voilà, en termes de développabilité, comment tu vois ta molécule, quoi? Voilà, moi, il y a 5 ans, je pensais que ce serait un outil de laboratoire, que seuls nous pourrions produire le produit parce qu'il faut 30 étapes de synthèse. C'est très long, mais c'est pas infaisable. Il y a des biotech qui font 70 étapes. Aujourd'hui, on fait autre chose qui marche 10 fois mieux avec 8 étapes. Donc là, n'importe qui dans mon laboratoire peut en préparer 100 mg. Donc c'est faisable. Et je dis pas que c'est la magic bullet, mais je dis que c'est si quelqu'un aux États-Unis ou en Chine ou en Inde fait mieux que nous avec un autre produit qui n'a pas cette structure et qui exploite le mécanisme, so be it. Moi, ça me pose aucun problème de conscience. C'est pour ça qu'on a publié d'ailleurs. Donc greffable sur un ADC, alors, avec un ADC. Éventuellement faire un ciblage, mais il faudrait que ça soit libéré à la membrane pour être actif. Voilà, il faut qu'il y ait la proximité avec la membrane. C'est le même principe que les protacs. S'il n'y a pas la proximité, c'est sur Schreiber, c'est des glues. Il faut qu'il y ait une proximité induite entre le fer réactif et la membrane. Sinon, le fer réactif, il va oxyder autre chose qui n'est pas les lipides membranaires. Voilà. Ça consomme les date. C'est super grave dans les souvenirs, mais je crois qu'il y a un papier espagnol que les composites, une CD44, moi je ne connais pas du tout la précision de la molécule comme toi, est-ce que ça pourrait expliquer au-delà de son effet topoisomérase classique, un effet assez large? Ce serait possible parce que c'est si c'est inhibe la topo 2 de mémoire, c'est ça, hein, topo 2 alpha, topo 2 alpha ou topo 2 bêta, l'une des deux, je crois. Il y a potentiellement un effet sur le splicing alternatif de CD44. Ça serait pas étonnant du tout en fait. Qu'il y ait une splice variante qui soit justement moins susceptible à être endocytée ou glycosylée ou être un meilleur récepteur de l'acide hyaluronique. C'est très possible. J'ai pas regardé ça, je laisse ça. Ouais, absolument. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a eu une excellente raison de raccourcir la pause. Euh, donc on a une pause de 15 minutes. 15 minutes et on vous invite pour la dernière session.